Merci. Merci à Jean de m'avoir proposé de discuter avec vous des déterminants de la santé mentale des enfants et de la notion d'exposome. Et je vous prie d'excuser mon impolitesse de devoir vous quitter juste après ma présentation. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, je vais plutôt essayer de voir avec vous quels sont les éléments de langage qui se cachent derrière ce titre. Et juste pour commencer, en médecine, quand on parle de déterminants de santé, en fait, on ne se rend pas compte qu'on confond deux champs épistémologiques totalement différents, le champ biologique et le champ de la statistique. Pour vous rappeler ce que disait Claude Bernard sur le déterminant, il disait « Il y a à l'évidence quelque chose qui a été la cause du malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri, et c'est ce quelque chose qu'il faut déterminer, et alors on pourra agir dessus. » C'est-à-dire que dans la pensée biologique de Claude Bernard, qui est la pensée qui est aujourd'hui celle des facultés de médecine, il y a derrière les maladies et derrière les soins des déterminants avec une causalité directe, mécanistique comme en physique. Alors que vous savez qu'en épidémiologie, qui est en fait aujourd'hui la discipline qui trouve les déterminants de santé, il n'y a plus de lien direct, causal et mécaniste, ce sont des liens statistiques. Et d'ailleurs, vous savez que les épidémiologistes ont beaucoup de soucis avec la notion de causalité. Et donc, on a vraiment deux visions complètement différentes de la notion de détermination et qui subsistent au XXIe siècle. Il n'y a qu'à aller dans des réunions à l'INSERM, vous avez 80% de biologistes, 20% d'acteurs de santé publique, et les deux communiquent avec les mêmes mots, mais sans penser aux mêmes choses. Premier point. Alors, deuxième point, qui est plus nouveau, c'est la notion d'exposome. Alors, c'est un barbarisme. Derrière exposome, il y a génome, métabolome, protéome, tous ces trucs en homme dont vous avez entendu parler et qu'on a dans les médias et tout ça, et qui sont aussi des éléments de langage et des éléments de rhétorique qu'il faut étudier, parce qu'il y a des choses qui, en fait, s'articulent avec potentiellement ce qu'on va faire dans le soin au quotidien. Alors, ces hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça, vous voyez, génome, métabolome, protéome, on est dans le monde de la biologie. On n'est pas dans le monde de la statistique. On est dans le monde de la biologie. Et le monde de la biologie aujourd'hui est devenu, contrairement à l'espérance de Claude Bernard, un monde de complexité massive. Puisque, rien que pour le génome, vous savez qu'on peut génotyper quelqu'un avec un prélèvement d'ADN et avoir 1 million aujourd'hui, plus d'1 million de marqueurs sur son génome. Et donc, or, le génome, c'est pas tout. Il y a en plus ce que devient l'expression des gènes, etc. Donc, on a des millions et des millions et des millions de variables potentielles. Et c'est vertigineux. On ne sait pas d'ailleurs comment analyser ces données, parce que du coup, on est obligé de faire appel à la statistique. Or, la statistique est l'ennemi de la biologie, comme je l'avais dit dans mon introduction, parce que la statistique n'est pas déterministe au sens propre du terme. Et donc, aujourd'hui, il y a une vraie crise identitaire du monde de la biologie avec ces hommes. Bon, mais l'exposome, c'est pas ça. Alors, l'exposome, ça vient du fait qu'il a fallu se rendre compte que bien sûr, même en mesurant le génome, le métabolome et tout ça, en fait, il manquait un grand pan de variables susceptibles d'expliquer la santé des êtres humains et en particulier leur santé mentale. Et ce grand pan, on l'a appelé exposome. Les variables liées à l'environnement, en fait. Puis vous savez que derrière, il y a immédiatement le mot-clé, le concept clé d'interaction gène-environnement qui fait florès, et dont tout le monde, on va voir tout à l'heure que ce que ça cache aussi, que tout le monde utilise aujourd'hui. Alors, donc, ok, il y a le génome, le métabolome, le protéome et l'exposome. Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes arrivés à maturité, il y a tout. On s'intéresse non seulement à la biologie, mais à ce qui entoure le sujet. Ok, alors, sauf que, vous voyez, quand on dit exposome, métabolome, protéome, on dit 3 mots. Quand on dit exposome, on en dit un. Et on en dit un dans lequel il y a, exposé du peu,
l'école, la société, la famille, la trajectoire de vie, la religion, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, etc., etc., etc. Donc vous voyez, là aussi, l'élément de rhétorique, c'est en mettant dans un mot des choses aussi différentes, on réduit leur importance. Alors bon, on dira d'accord, ben c'est la vie. La rhétorique fait partie de la communication entre les êtres humains et la santé. Aujourd'hui, la recherche en santé est essentiellement une recherche en biologie, donc c'est normal, comme elle a le pouvoir, c'est normal qu'elle ait le pouvoir des mots. D'accord. Alors, néanmoins, regardons dans le détail comment s'articulent ces mots. Donc j'ai parlé d'interaction, donc effectivement, vous savez, les biologistes, et même d'ailleurs, chacun y trouve son compte, hein, même des collègues psychanalystes disent, oui, mais donc tout est dans l'interaction, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors oui, sauf que, vous voyez, quand on dit interaction, gène et environnement, quand on dit interaction, on dit calcul. Hein, une interaction, en fait, c'est un produit de deux termes. Dans un modèle, quand on met un terme d'interaction, on considère que le modèle n'est pas additif et qu'on est obligé de mettre des termes multiplicatifs. C'est ça que ça veut dire en pratique interaction. Et ça a un impact. Vous voyez, par exemple, quand on dit interaction gène-environnement et que du coup on se demande quels sont les pourcentages de variance qui expliquent la survenue de la maladie, qui expliquent les déterminations de la maladie, on s'empêche de prononcer cette phrase. Parce que dire quel est le pourcentage de variance qui vient des gènes, quel est le pourcentage de variance qui vient de l'environnement, ça sous-entend que le modèle est additif, que les pourcentages de variance s'additionnent. Or, s'il y a une interaction, on ne peut plus faire d'addition, puisqu'il y a un terme multiplicatif. Donc, en toute rigueur, dès qu'on considère qu'il y a une interaction gène-environnement, on ne peut plus parler de pourcentage de variance expliqué par les uns et par les autres, alors qu'on le fait. Alors qu'on le fait. Au-delà de ça, donc on mesure et implicitement, quand vous faites des mesures de variables biologiques et que vous faites des mesures de variables environnementales, quand bien même ces variables environnementales viennent de champs aussi différents que la trajectoire de vie, la religion, la culture, etc., vous considérez que le background théorique et épistémologique sous-jacent au modèle que vous construisez, il est univoque, puisque vous mettez tout en même temps. Or, et là on retrouve la confusion entre le monde statistique et le monde de la biologie, c'est qu'effectivement, la statistique est relativement neutre en termes théoriques, puisqu'elle mesure. Alors bien sûr, le fait qu'elle le mesure n'est pas neutre en termes théoriques, on est bien d'accord. Mais au-delà de cette absence de neutralité de base, la biologie se fiche que les variables que l'on a mesurées relèvent de la biologie ou d'autre chose, parce que le modèle, il est écrit, et le modèle, une fois qu'il est écrit, il n'y a aucune information théorique qui rentre dans les estimations. Sauf que, quand on va interpréter les résultats, on va interpréter les résultats à l'aune d'un background théorique unique, alors qu'en réalité, il n'y a pas aujourd'hui de théorie univoque du sujet malade. On est obligé de fragmenter les angles d'attaque théoriques, qu'ils soient biologiques, sociologiques, psychologiques, etc. Donc, ce concept d'interaction gène-environnement pose déjà à ce niveau des problèmes épistémologiques liés à l'interprétation des résultats. Le deuxième problème qu'il pose, c'est que en termes sémantiques, c'est un peu décevant, parce que vous savez qu'il y a une interaction entre les gènes et les gènes, il y a une interaction entre les variables environnementales. Hein. Si vous avez chaque parent qui a un problème psychiatrique sévère, c'est plus difficile pour l'enfant que si rien que la sommation des problèmes psychiatriques de chacun des deux parents, et etc., etc. Donc on a une interaction entre les variables environnementales, des interactions entre les variables biologiques et des interactions entre les variables biologiques et les variables environnementales. Donc tout est en interaction avec tout, et quand tout est en interaction avec tout, le contenu informatif de ce qu'on dit, chute. Parce qu'en fait, on ne dit plus grand-chose. Alors bon, là aussi on pourrait dire, d'accord, certes, mais il faut bien, on ne peut pas demander à la recherche de trouver tout de suite et de trouver du sens à tout de suite. Avant on disait que les maladies psychiatriques étaient d'une origine génétique, enfin on l'a dit pour l'autisme, l'hyperactivité de l'enfant, etc., etc. Maintenant on dit qu'il y a une interaction,
On a fait un pas, et puis après, on va faire un autre pas avec un peu plus d'humilité en disant que finalement, tout ça est difficile à interpréter, ne veut pas dire grand-chose. Et je pense que c'est le cas. Mais en fait, au-delà de cette position d'humilité croissante, il y a quand même aussi des éléments rhétoriques qui ne sont pas gratuits. C'est que si vous considérez la santé mentale avec un vocabulaire de gène et d'environnement, donc de métabolome, de génome et d'exposome, et tout ça en interaction, on peut se demander du coup quel est le statut du sujet qui vient nous voir en consultation. Et à l'évidence, ce sujet aujourd'hui est considéré comme, en fait, quelque part comme un automate plongé dans un environnement. Et là, il y a une vraie question, c'est jusqu'à quel point a-t-on le droit de considérer que le sujet qui vient consulter, un psychiatre ou pas un psychiatre, est un automate plongé dans un environnement. Alors, là aussi, parce que bien sûr, si je le dis, vous êtes psychiatre, la plupart d'entre vous, c'est révoltant, bien sûr, nous ne sommes pas des automates, bien sûr. Sauf que, là aussi, soyons humbles de notre propre regard et essayons de nous demander pourquoi, après tout, on ne serait pas des automates. Et vous savez, c'est une question que se posent les informaticiens. Hein. Il y a les machines de Turing. Est-ce que le sujet humain est une machine de Turing? Est-ce que le sujet humain est un système de traitement de l'information? Et la réponse à cette question n'est pas évidente. Alors, bon, on peut néanmoins aussi débriefer là. On peut quand même remarquer que de dire que le sujet venant en consultation est un automate, il y a un poil de position antipsychiatrique. Puisque la psychiatrie étant par définition la discipline médicale qui s'intéresse au sujet en tant que sujet pensant, si le sujet pensant disparaît, la psychiatrie disparaît. Alors peut-être qu'il faut que la psychiatrie disparaisse. Mais là aussi, il faut poser les questions telles qu'elles se présentent à nous. Alors, après, au-delà de ça, quand même, depuis les fondements de la philosophie occidentale, elle n'est qu'occidentale. Depuis Descartes, c'est que le sujet est un sujet pensant avant tout. Hein. Ce qui précède, c'est « je pense ». Et tout le reste suit le « je pense ». Donc, c'est pas rien. C'est pas rien de dire que ce qui constitue notre culture, c'est le fait d'être des sujets pensants. Alors bien sûr, on a un cerveau, on a un corps, il souffre, enfin, il a mal, etc. La réalité existe, enfin, bien sûr. Hein. Mais le fondamental, comme on dit, c'est que nous sommes des sujets pensants. Alors, on peut dire là aussi, oui, mais bon, ça c'est une position philosophique, certes elle est ancienne, mais les positions philosophiques, d'abord elle est occidentale, peut-être que dans d'autres endroits c'est différent, et donc peut-être qu'après tout on n'a pas raison, et puis en plus les positions philosophiques, même dans un lieu donné, ça change, hein, et peut-être que nous sommes à un tournant philosophique, et que le sujet pensant, que la position première du sujet, je pense, est en train de disparaître au profit d'un sujet traitant l'information, du sujet cognitif. Alors, d'accord, sauf que regardons le discours de la société sur le sujet. Les sujets, partout dans les journaux et accessoirement à nos consultations, les gens souffrent en tout cas. Alors, d'ailleurs, comme le dit Philippe Jamet, voilà, on n'existe parce qu'on souffre. C'est vrai que c'est un peu trop. Un peu trop, la souffrance est partout et que du coup on ne voit plus les gens qui vont vraiment mal, tellement que tout le monde souffre. Mais même au-delà de ça, un sujet souffrant, ce n'est pas un sujet qui traite de l'information. Un sujet souffrant, c'est un sujet qui existe au monde en tant que souffrant, a priori. Un sujet souffrant, ce n'est pas une interaction gène-environnement qui souffre, c'est un sujet souffrant. Et c'est vrai que les gens qui viennent nous voir sont des gens qui souffrent, sont des gens qui sont à bout, sont des gens qui pleurent, et tout ça, ce n'est pas une interaction gène-environnement. Et donc on ne peut pas, même si ce discours
scientifiques, et les scientifiques ont le droit de poser les paradigmes qui leur sont utiles, hein. Mais si les scientifiques ont le droit de poser les paradigmes qui leur sont utiles, nous on a le devoir d'utiliser des paradigmes qui répondent aux attentes que nos patients nous présentent. Et que ces attentes sont en rapport avec leur souffrance. Donc, d'un côté, oui, le sujet pensant, le sujet souffrant, il est toujours d'actualité dans nos sociétés. Mais, en fait, ça, c'est qu'un côté de la question. D'un autre côté de la question, regardez ça. Regardez, on a tous des téléphones comme ça, on a tous des ordinateurs, on est tous sur Internet, et vous savez qu'il y a même un courant transhumaniste qui devient, pas fort, mais qui devient non négligeable. Et le courant transhumaniste, c'est en fait, vous savez, l'idée qu'on pourrait transférer la structure de notre cerveau dans un ordinateur et que comme ça, on serait immortel. Mais qu'est-ce qui serait immortel ? Ça, c'est pas... Alors c'est une vraie question, d'ailleurs, il y a plein de livres de science-fiction et de films autour de ça qui sont intéressants. C'est nous en tant que système de traitement de l'information, effectivement. On va déployer dans un ordinateur la façon qu'on a de gérer l'information. Mais nous, en tant que sujet pensant, je pense que nous, on va disparaître le fait qu'un jour où on est dans l'ordinateur. Ça ne sera plus la même chose. Enfin, j'en sais rien, mais quand même. Quand même. Et donc, quelque part, on vit dans un monde clivé en ce moment où... on est tellement envahi par un paradigme de traitement de l'information qui vient du fait que partout il y a des ordinateurs et que, en fait, on les aime bien, les ordinateurs. Ils nous aident à travailler, à être plus efficaces, à avoir des relations avec les gens à distance et tout ça. Mais que cette pensée de traitement de l'information nous infiltre et en même temps, quand on vit en tant qu'être humain, eh bien, tout d'un coup, on dépose ses valises cognitives et on vit comme sujet pensant qui vit et qui existe en dehors de toute considération de traitement de l'information. On vit en ce moment dans un clivage et les psychiatres sont exactement à l'interface de ce clivage. C'est que d'un côté, ils sont obligés de penser le patient qu'ils ont en face d'eux. Et on ne peut pas faire autrement que de penser avec les outils qu'on nous donne, et les outils qu'on est en train de nous donner sont de plus en plus des outils issus de l'interaction jeune-environnement et des sciences cognitives. Et de l'autre côté, on est obligé d'avoir affaire avec des gens en souffrance qui ne sont pas des systèmes qui traitent de l'information. Je vous remercie pour votre attention.